Donc, on forme les gens au web development, à développer des applications pour le web ou des sites internet. Et on forme les gens aussi à la data science. Je ne vais pas en dire beaucoup sur le wagon, vous irez voir si ça vous intéresse. L'objectif ce soir, c'est d'apprendre. Et on va parler de comment est-ce qu'on lance un projet dans le web. Donc en gros, cette formation et cette présentation, elle s'adresse aux gens qui ont une idée de start-up web ou d'application pour le web et qui se disent: «OK, comment je fais concrètement pour lancer ça?» Alors, je vais partager mon écran. Je vais juste tester un petit truc pour que ce soit un peu plus sympa. Si on n'y arrive pas, on fera autrement. Hop. Alors, vous devez voir mon écran normalement. Je vais changer le fond. OK. Donc, Douglas, juste si tu peux me dire si vous voyez mon écran correctement, en plein écran, ou est-ce que vous voyez juste, le logiciel que je suis en train d'utiliser? On voit aussi le logiciel que tu utilises, il faudrait mettre en plein Aussi écran. le logiciel. OK. Heu, Tu mets lire en haut là, Tu l'as vu quelque part? juste à gauche, Ouais. il y a la petite le bouton là, juste au-dessus de la slides, à Hop. droite. Ouais. Bon, sinon c'est pas grave, on va faire autrement. C'est dommage, c'était un très bon logiciel. Tac, Si tac, tu tac. cliques la features lire, en principe, ça fonctionne. Mais je ne vois pas où elle est. Et juste sur les boutons de fonctionnalité au-dessus de la slide. Tu as, tu as texte, graphe, etc. Ouais, je les vois pas. OK. C'est pas grave, on va faire autrement. Hop là, tant pis, ça sera un peu moins sympa. Hop. Excusez-moi pour ce petit temps. OK, normalement, vous devez voir mon écran. On voit ton écran, on voit pas la Voilà. présentation. Et là, maintenant, c'est bon? Non. Faut juste OK. modifier l'écran que tu partages. Faut modifier. Alors, voilà. Hop là. Et là, tu cliques sur lire. Ouais. Here we go. OK, parfait. Alors, excusez-moi pour ce petit temps d'adaptation. Donc comment lancer un projet web? On va vous proposer une petite méthodologie, toute simple, en 4 étapes. Numéro 1, faire son pitch, donc savoir ce qu'on veut lancer comme projet. Ça paraît tout simple, mais on va voir une manière très facile d'être sûr que le pitch qu'on a est très simple. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut prototyper une idée très rapidement, donc sans code, juste des images animées pour pouvoir mettre en musique cette idée et la montrer à des gens et avoir déjà du feedback. Ensuite, on fera une petite démo comment on peut construire des choses avec des outils gratuits qui existent déjà sur Internet, et avoir déjà un prototype fonctionnel qu'on peut mettre en ligne et qui peut déjà rendre service à vos clients. Donc ça s'appelle le no-code, si certains connaissent déjà. Et en dernier lieu, on regardera un petit peu comment est-ce qu'on peut marketer cette idée, comment est-ce qu'on peut vendre cette idée, comment est-ce qu'on peut se faire connaître un petit peu sur le web facilement.
Alors, pour le pitch, c'est un peu pour juste se mettre en jambe ce soir. Et c'est quelque chose qu'on présente aussi à nos étudiants au wagon. Ils viennent pour développer des compétences, mais aussi pour mettre à jour mettre sur pied des projets. Et on leur propose ce framework, cette grille d'analyse pour bien pitcher un projet. Qui sont mes clients? C'est quoi le problème qu'ils ont? Et comment je solutionne ce problème? C'est quoi la solution que je leur propose? Ça a le mérite d'être très simple et d'énoncer très facilement l'idée à quelqu'un, voir si elle la comprend ou pas. Je vais vous montrer un exemple. C'est un exemple d'un projet fait au wagon. Ça s'appelait Slow Traveler. Donc ça, c'est leur page d'accueil. Et en gros, leur target, c'est qui? C'est qui les clients qui visent? C'est des voyageurs au long cours. Donc des gens qui voyagent pendant longtemps, comme des backpackers ou des digital nomades, qui vont voyager pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Et le problème qu'ont ces gens-là, un problème qu'ils ont identifié, c'est que tous ces longs voyages ont un impact négatif pour la planète. Et la solution qu'ils ont mis en place, c'est un comparateur de billets qui n'est pas basé sur le prix, mais qui est basé sur l'empreinte carbone qu'il faut pour aller d'un point A à un point B. Vous voyez assez facilement, avec ces 3 points d'analyse, target, pain, solution, on arrive à expliquer une idée à n'importe qui. C'était juste la mise en jambe, donc le product pitch. Ça, je pense que si vous avez une idée dans le web, vous l'avez déjà trituré un peu dans tous les sens et vous savez déjà un peu comment la présenter. Donc, c'est juste une idée pour vous d'avoir une autre grille d'analyse et une autre façon de présenter votre idée. Maintenant, je vais vous parler de prototypage. Donc, en général, quand on a une idée, on a ce qu'on appelle une user journey, donc les différentes étapes par lesquelles va passer notre utilisateur ou notre client. D'accord? Et on en a une du user journey qui est principale, ce qu'on appelle la core user journey. Donc, qu'est-ce que les gens font sur mon application, sur mon site web? D'accord? Pour trouver quelle est ma core user journey, il suffit que je décrive mon projet en 2 mots, un verbe et un complément, en gros. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, Airbnb, la core user journey de Airbnb, donc la chose pour laquelle on va sur Airbnb, principale, c'est quoi? C'est book a flat, donc réserver un logement. Okay. Le deuxième, c'est Medium, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une solution qui permet de faire des blogs très facilement. Donc, la core user journey, c'est écrire une histoire. Le troisième, vous connaissez, c'est Uber. La core user journey, c'est réserver une voiture, réserver un taxi. Et Trello, s'il y en a qui connaissent, ça peut être utilisé pour gérer un projet, par exemple. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer de mettre ça en musique et de créer un prototype avec cette core user journey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir des pages et des actions entre ces différentes pages. J'ai pris l'exemple de Airbnb, où en gros, Airbnb, avec simplement 4 pages, on est capable de délivrer cette core user journey. On est capable de aider l'utilisateur à réaliser ce qu'il est venu faire sur notre site. Comment ça se décrit? Une première page qui est la page d'accueil, où la personne peut chercher, faire une recherche. Donc, je recherche un appartement à Lausanne pour 3 personnes de telle date à telle date. Et quand il valide cette action, cette recherche, il arrive sur une page de résultats de recherche, où il y a différents appartements, avec une map, on connaît tous Airbnb, donc avec une carte, etc. etc. Sur cette page, la principale action que l'utilisateur va faire, c'est choisir un des appartements ou une des maisons. Donc, je choisis, on arrive sur la description de l'appartement, avec des photos, avec des commentaires, avec le prix, etc. Et sur cette page, le principal call to action, vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là,
CTA en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on veut que l'utilisateur fasse comme action sur cette page? C'est quoi? C'est réserver. Donc, il met ses dates, ou il modifie ses dates, il modifie le nombre de personnes, il check le prix et il book. Il book, il arrive sur une page, on lui demande sa carte de crédit, on lui demande d'envoyer un petit message au propriétaire de l'appartement, il clique sur confirmer et il arrive sur une page de confirmation de commande où il reçoit un mail de confirmation de commande et c'est fini. En 5 écrans, 4 ou 5 écrans, on a réussi à délivrer la core user journey de Airbnb. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est assez dur à faire quand on a une idée dans le web, qu'on a réussi à la pitcher, on a réussi à la définir un petit peu, de faire ce découpage en écran et en action. Vous voyez sur mon slide, c'est un slide qu'un enfant de 5 ans aurait pu dessiner. Il y a juste les pages avec les mots définissant les pages, ce qu'il y a dans les pages, et des verbes pour les actions, pour passer d'une page à une autre. Si on arrive à faire ça, assez simplement, eh ben, c'est sûrement qu'on a une idée qui commence à pouvoir être déclinable en digital, en site web, en application. C'est un bon exercice de faire ça. C'est pas évident de le faire quand on a des projets parce que le problème quand on a un projet, c'est que souvent on veut mettre trop de choses dedans. On veut mettre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a un principe que vous connaissez peut-être qui s'appelle KISS, K-I-S-S, Keep it simple and stupid, un truc comme ça. Ça veut dire, bah voilà, faites le truc le plus simple possible pour pouvoir tester votre idée. Ça s'appelle aussi le MVP, le Minimum Viable Product. Quel est le site, l'application, le produit le plus simple possible que vous pouvez sortir, mettre en production, mettre en ligne pour le tester et que les gens comprennent ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est la première étape du prototypage. Le prototypage, c'est quoi? C'est créer un prototype, créer des maquettes animées, des images animées pour pouvoir montrer à quelqu'un ce que vous voulez faire de votre idée. Qu'est-ce que c'est votre idée? Comment ça fonctionnerait si on devait le coder? Il y a un outil qui s'appelle Figma. Bon, il y a plein d'outils maintenant sur Internet, mais il y en a un qui est pas mal, qu'on utilise nous, qui s'appelle Figma et qui permet de faire ce prototypage rapide. Alors, je vais vous montrer, j'aime pas trop les slides, moi, donc je vais vous montrer un petit peu l'outil. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, et puis on va en faire un petit peu pour vous montrer que c'est très facile d'arriver à un résultat très rapidement. Donc, je l'ai déjà ouvert quelque part, ici. Voilà, et donc moi, j'ai pas mal de projets dans Figma, parce que j'utilise beaucoup. Et je vais vous montrer celui-là, on reste dans Airbnb. Donc ça, c'est un projet qui a été fait, hop, je vais mettre ça ailleurs. Et je vais lancer la démonstration de ce projet. Donc c'est ça, quand je parle de prototype, c'est ce genre de choses-là. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Voilà. Donc là, je suis dans le logiciel Figma, qui est un logiciel de design qui permet de faire des images et d'animer ces images, de faire les liens entre les différentes images. Et on s'est amusé à refaire un prototype de Airbnb. Donc, on a fait une première page d'accueil, d'accord, la home page, sur laquelle l'utilisateur peut rentrer ses critères de recherche. Donc, vous voyez, c'est un prototype parce que, en effet, on ne peut rien rentrer ici. C'est juste pour vous expliquer comment fonctionne l'application. Thibaut, on ne Oui, voit pas malheureusement. Il faut que tu repartages l'écran où tu fais la démo. Tu es resté sur la d'accord. présentation. Pardon, très bien. Alors, je ne peux pas partager tout mon écran. Ok. On va faire comme ça. Merci, Douglas. Si je parle dans le vent, il faut me le dire. Il ne faut pas me laisser galérer comme ça. Merci. Je vais dans le chat. Ouais, mais je ne regarde pas le chat parce que ça fait sauter ma présentation. Donc, n'hésitez pas à démuter et me dire. Donc, ça, c'est le logiciel Figma. Donc, je vous remontre si vous voulez. J'avais plein de projets dans Figma.
D'accord, j'en ai ouvert un, là, le dernier. C'est un projet dans lequel, en fait, on a fait différents écrans. D'accord? Et ensuite, on a connecté les écrans entre eux. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il y a aussi un mode dans Figma qui permet de présenter les projets. Donc, j'ai cliqué sur le petit play ici en haut à droite et je suis arrivé sur cette présentation-là. On s'est amusé à refaire un prototype pour Airbnb. Donc, notre prototype, comment est-ce qu'il fonctionne? Il y a des zones qui sont cliquables et des zones qui sont inertes. Ici, normalement, on devrait pouvoir rentrer la ville, on devrait pouvoir rentrer la date à laquelle on veut commencer à booker l'appartement, la date à laquelle on va sortir, etc. etc. On ne peut pas le faire parce que c'est juste des images animées. Mais ça permet déjà d'avoir une idée du flow et du core user journey de notre application. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut faire sur cette application? Donc, on a rajouté un petit sign-in au début. Voilà, là, on est sign-in. C'est presque moi, j'ai un petit peu plus de cheveux, mais c'est ça. Et donc, ça, c'est la page d'accueil avec la faculté de recherche et puis quelques appartements si jamais on veut naviguer directement dans les appartements. Donc, l'utilisateur, sur cette page-là, qui est notre première page de notre user journey, il va vouloir faire une recherche. Donc, il va vouloir cliquer ici sur le bouton Search. Quand il clique sur le bouton Search, on veut être redirigé vers la page de résultats de recherche. D'accord? Donc, avec la map et différents appartements. On peut, en l'occurrence, filtrer. C'est un petit peu amusé avec le prototype pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses. Et ensuite, une fois qu'on a filtré, on peut choisir un appartement. D'accord? Donc, on n'a pas rendu ces deux premiers appartements cliquables, on a rendu que le troisième cliquable pour la démo. D'accord? S'il clique sur cet appartement, on se souvient qu'il arrive sur les détails de l'appartement. D'accord? Une photo, une description, qui c'est le propriétaire, peut-être des avis, etc. Et enfin, un formulaire pour pouvoir réserver cet appartement. Donc là, on pourrait cliquer ici, on ne l'a pas fait, on a été un peu feignant, on pourrait cliquer ici, arriver sur la page où ils nous disent rentrez votre carte de crédit, envoyer un message à Sébastien qui est le propriétaire de l'appartement, etc., etc. Donc là, je vous ai montré en gros l'équivalent des 5 petits écrans, des 5 petites boîtes et des verbes d'action pour passer d'un écran à l'autre, mais mis en musique, mis en images, avec des vrais textes, des vraies images, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà montrer à des potentiels investisseurs, à des potentiels clients, à des gens qui nous entourent pour voir ce qu'ils en pensent, avoir déjà du feedback. C'est ce qu'on appelle un prototype ou des maquettes animées, si vous voulez. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ça assez facilement, assez rapidement avec Figma. L'objectif, c'est pas de faire un cours sur Figma, c'est juste de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Et puis, si vous en avez besoin, vous irez vous amuser avec. Il y a plein de tutoriels en ligne pour apprendre comment faire comment travailler avec ce logiciel. Vous voulez peut-être qu'on fasse une salve de questions avant que je vous montre comment fonctionne le logiciel? Je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, etc. Et après, une première question, Thibaut, Oui. c'est est-ce que le mock-up est responsive sur Figma? C'est une bonne question. Il me semble que ça dépend comment on le construit. Donc, c'est pas forcément responsive, mais je vais vous montrer comment on peut construire soit pour le mobile, soit pour le desktop. D'accord? Toujours pareil, on est dans une optique, quand on crée un prototype, de tester très rapidement. Donc, si on pense que nos utilisateurs ils vont utiliser sur le mobile, on le fait pour mobile. Si on pense qu'ils vont utiliser sur le desktop, on fait pour desktop. Et puis, le web responsive, etc., on verra quand notre idée, elle fonctionnera. Et une deuxième question en attendant. Oui. Est-ce que les programmeurs peuvent reprendre la base faite sur Figma ou doivent-ils repartir de zéro? Ils peuvent reprendre certains éléments. Ils peuvent reprendre ce qu'on appelle le CSS, le style. Donc, ils peuvent reprendre, par exemple, si vous avez sélectionné des couleurs particulières, si vous avez sélectionné des polices particulières, des tailles de texte, des manières de gérer les boutons, par exemple, avec des bouts arrondis, des ombres et des choses comme ça.
peuvent reprendre ça. Encore une question, peut-on lier ce mock-up à une base de données? On doit pouvoir le faire, mais ce n'est pas tellement l'objectif. Vous allez voir dans la partie 3 de ma présentation, on va justement faire des apps, des vraies apps fonctionnelles, où on pourra rentrer des trucs, par exemple, ici. Et là, ça sera lié à des bases de données. Là, l'objectif de Figma, c'est pas tant de mettre un site en ligne, c'est plutôt de tester son idée et voir si notre idée, elle tient la route, rien que déjà, nous, en le faisant et en le montrant à des gens qu'on connaît. Très bien, tu peux continuer. On continue? Ok, super. Merci Douglas. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire rapidement un projet. Donc, je vais partir d'un truc blanc. On va l'appeler IFJ. Et donc, là, je suis dans l'espace de travail de Figma. Alors, je vais faire comme ça, hop, pour pouvoir bien travailler. Et donc, première chose que je vais faire, je vais ajouter ce qu'on appelle un frame. Donc, je vais dire, bah, je vais faire une appli, par exemple, pour le téléphone, et je vais me baser sur un écran de, je sais pas, iPhone 11. Voilà. Hop. Et directement, il me prépare un écran d'iPhone 11. Okay, je peux zoomer, dézoomer, faire ce que je veux. Et là, maintenant, je peux ranger des choses, enfin, je peux créer des choses dans cet écran. Donc, je peux aller créer un rectangle en disant, bah, par exemple, en haut, j'aurai une barre de navigation. Ouais. Ensuite, je peux dire, bah, j'aurai peut-être une photo ensuite. Une photo. Et si j'ai besoin d'un peu de texte, je peux dire, OK, ça sera une photo, photo d'ambiance. Voilà, je peux faire tout ce que je fais d'habitude sur Word ou sur n'importe quel logiciel qui permet de traiter du texte. Voilà, je peux mettre ça. Et puis, je peux mettre ce qu'on appelle donc le call to action, peut-être un bouton que je mets en rouge. Hop. Voilà, on aime bien le rouge au wagon. Avec un texte. Alors, soit je reprends ce texte-là et je le mets par-dessus, voilà, et je dis, je sais pas, search ou rechercher. Ok. Je fais un truc volontairement, je suis pas designer, hein, donc je fais volontairement quelque chose de pas très très beau. Et ça, c'est ma première page. Voilà, ma première page, les gens, ils arrivent, ils voient une photo d'ambiance, et puis je veux qu'ils cherchent. D'accord? Donc cette première page, je peux l'appeler homepage, par exemple. Okay. Et puis, je peux ajouter un deuxième frame. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais ajouter un deuxième frame. Toujours un iPhone 11 Pro, voilà. Et ça va être ma page résultat de recherche. D'accord? Et donc, dans ma page résultat de recherche, je vais avoir des résultats de recherche. Donc, je vais avoir, par exemple, des appartements. D'accord? Donc, peut-être que j'aurai un premier appartement comme ça, puis un deuxième appartement à côté, et tout plein d'appartements comme ça, les uns en dessous des autres. OK? Donc, comme je suis un peu maniaque, je les mets bien au centre. Et là, maintenant, j'ai mes deux pages. Bon, je pourrais faire un truc plus joli avec des images, des vrais textes, etc. Mais c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Et maintenant, ici, dans Figma, j'ai un petit onglet qui s'appelle Prototype, qui va me permettre de lier les écrans entre eux. Donc là, je peux sélectionner n'importe quel élément d'un des écrans et dire, voilà, quand quelqu'un va cliquer sur ce rectangle rouge, ça va l'envoyer vers les résultats de recherche. D'accord? Et je vais dire que quand quelqu'un va cliquer sur ce dernier résultat ce dernier appartement, ça va le renvoyer vers l'écran 1, par exemple. Je vais faire ça et je vais vous montrer comment ça joue en vrai. Donc là, il a reconnu que c'était un iPhone 11, je ne sais plus ce que j'ai mis, mais un iPhone 11. J'ai mon écran, OK, et je peux cliquer sur ce bouton rouge et ça m'envoie sur le deuxième écran.
Le seul endroit où je peux cliquer sur le deuxième écran, c'est la dernière case qui me renvoie vers là. Je pense que vous avez compris le principe qui permet très facilement de faire des prototypes animés avec peu de skills, peu de compétences à avoir. Il faut juste connaître Figma et savoir un petit peu naviguer dans Figma, ce qui n'est pas très, très compliqué. Je n'ai pas fait des trucs très compliqués. Et ça permet déjà de donner vie à ces projets, de les pitcher, de les montrer à des gens, d'avoir du feedback rapidement. Peut-être qu'on peut refaire une salve de questions, s'il y en a. Alors, il y a une première question. Est-ce qu'on peut y mettre des vidéos dans ces mock-ups? Oui, il me semble qu'on peut remplacer les cadres que j'ai mis en gris par des vidéos et, et lancer des vidéos comme ça. Il y a beaucoup d'intégrations avec Figma qui sont possibles, donc ça doit être faisable. Il suffit de regarder un peu sur Internet et c'est un peu la manière de penser du développeur ou de la personne technique, c'est de se dire, OK, j'ai un problème, je veux mettre des vidéos dans mon Figma. Comment je fais? Je vais sur Google, je regarde s'il y a des tutos, s'il y a des articles de blog qui expliquent comment faire, etc. Et je me débrouille un peu comme ça. Prochaine question, c'est au niveau multilangue, comment est-ce que tu approcherais la mise en place d'un mock-up? Ouais, alors, je ne l'approcherai pas, mais je vais vous donner une technique pour le faire. Je ferai dans la langue que je pense principale pour mon idée. Si je suis roman, je le fais en français et je le pitch en français. Si ça fonctionne, après, je le traduirai. Si je suis suisse-allemand, je le fais en suisse-allemand, etc. Si on veut vraiment le faire, rien ne nous empêche de dupliquer tout ça, de le mettre en dessous, et ici d'écrire en anglais, par exemple, et de rajouter un petit drapeau ici français-anglais. Et quand on clique sur français, ça nous envoie vers cet écran-là. Quand on clique sur français, ça nous envoie vers cet écran-là. Quand on clique sur anglais, ça nous envoie vers cet écran-là. Donc je fais tout dans une langue, et ensuite je duplique tout dans une autre, ou dans les trois autres, et je rajoute des petits liens vers les différents écrans. Il n'y a pas forcément d'autres questions. OK. On continue. Ouais, très bien. Donc, on a vu pour l'instant, en gros, comment clarifier son idée quand on a une idée de start-up digitale ou d'application sur le web avec le pitch. Et on a vu comment décliner cette idée en prototype, si vous voulez. Donc, dire, voilà, normalement, avec 5 écrans et 4 liens entre les différents écrans, j'arrive à décliner n'importe quelle idée qui est assez simple. Et si elle n'est pas assez simple, c'est qu'elle n'est pas encore bien finie, l'idée. Au moins pour le core user journey. Maintenant, si mon idée, elle a plu, ou si j'ai levé des fonds, ou si j'ai envie de me lancer, je ne vais pas pouvoir mettre un Figma en ligne. Les utilisateurs, ils ne vont pas pouvoir réserver des appartements sur Figma. Donc, il va me falloir vraiment un site. Le réflexe qu'on a, c'est de se dire, OK, je ne sais pas coder, donc il faut que je recrute soit des freelances, soit une agence pour coder pour moi. Donc ça, c'était vrai il y a 5-10 ans. Mais aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de déjà créer des sites sans savoir coder. Vous avez peut-être entendu parler de Wix, de WordPress, des choses comme ça. Je vais vous montrer d'autres outils, parce que ceux-là, on les connaît. Et on va coder ensemble. Enfin, on va justement pas coder, on va mettre en ligne ensemble, créer ensemble une petite application avec que des outils gratuits de ce qu'on appelle no-code. Donc, je vais repasser sur la présentation. Hop. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va construire quelque chose avec des outils gratuits. Ça s'appelle le no-code.
Et on va utiliser notamment ce qu'on appelle un middleware ou un connecteur qui s'appelle Zapier, qui permet de connecter plein d'outils gratuits ensemble. On m'a parlé de base de données tout à l'heure. Ça va me permettre de connecter une base de données, par exemple. Peu importe où est ma base de données, peut-être qu'elle est sur Google Sheet ou sur n'importe quelle autre chose. Zapier va m'aider à connecter ma base de données avec ce qu'on appelle par exemple, le front-end. Alors, on va faire une petite démo. Et ce qu'on va créer ensemble ce soir, on va faire comment ça s'appelle on va faire le use case de un étudiant veut candidater au wagon, veut s'inscrire au wagon. Comment il fait? Donc, on va mettre en ligne une page sur laquelle il peut s'inscrire au wagon. Et quand l'étudiant s'est inscrit au wagon, donc quand l'étudiant s'est inscrit à notre formation, son nom et toutes ses informations vont arriver dans un espèce de dashboard, dans une espèce de page qui va être utilisée par les gens qui gèrent les inscriptions au wagon. Okay, donc, on va faire le flow de candidature au wagon, si vous voulez. Et ce flow de candidature au wagon, il a vraiment été fait comme ça au début. Maintenant, on l'a codé en dur parce que on a plus de 10 000 étudiants maintenant et donc on avait besoin de quelque chose de robuste et de quelque chose vraiment adapté à nos besoins. Mais au début, jusqu'à ce qu'on ait 1000 étudiants, c'était vraiment fait comme ça. D'accord? Donc, d'un côté, on va créer une petite page pour que les étudiants puissent s'inscrire. De l'autre côté, on va créer un petit dashboard ou un petit réceptacle pour ces inscriptions. Et entre les deux, on va mettre en place Zapier, donc un lien entre je récupère les informations du candidat et je les ai sur mon dashboard pour pouvoir gérer mes inscriptions. Alors, je vais aller là. Hop. Et je vais repartager. Donc, je vais commencer par vous montrer le dashboard. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin d'un dashboard. Alors, je vais me déconnecter et je vais me créer un compte. Donc, je vais utiliser Trello. Pour ceux qui ne connaissent pas Trello, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très, très simple. Et je vais me créer un compte et je crois qu'il me demande un email. Voilà. Donc, comme il me demande un email, je vais utiliser une adresse email à usage unique, on va dire. Donc, c'est une adresse email temporaire. Il y a plein de pubs, hein, forcément. Voilà, ça sera mon adresse email pour ce soir. Je vais la mettre ici. Alors, il va me demander un nom. Hop. Voilà, je vais mettre un mot de passe. Et je vais m'inscrire. On s'en fout de ça. Là. Hop. Voilà, donc je vais commencer sans ça. Et voilà, c'est parti. Alors, c'est un peu chiant parfois ces étapes de création de compte, mais ça vous montre que tout ce que je fais, je le fais vraiment et c'est vraiment possible de faire ça. Il n'y a aucun trick derrière, il n'y a aucune astuce que je ne vous montre pas, quoi. Donc, je suis sur Trello et je vais créer un premier tableau. Donc, ils changent tout le temps leur interface, mais peut-être là, le petit plus. Voilà, créer un tableau. Je vais l'appeler candidature. Donc, c'est pour gérer les candidatures au wagon. Et donc là, j'ai un tableau. Donc, Trello, comment ça fonctionne? C'est un espèce de grand tableau où je vais avoir des post-it, si vous voulez. Et je vais organiser toutes mes choses avec des post-it ou avec des colonnes et des cartes, ce qu'on appelle.
Donc, en fait, comment j'aimerais organiser mon boulot et comment j'aimerais organiser le boulot de mes équipes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui candidate, il y a une petite carte comme ça qui va être créée dans Trello et qui va arriver ici. Donc, Thibaut Gem a candidaté. J'ai vu Xavier. Je ne sais pas s'il est toujours là. C'est un élève à nous. Voilà, Xavier a aussi candidaté, etc. Et puis, je ne sais pas, Camille Dussolier. Voilà, très bien écrit. A candidaté aussi. Et voilà. Et donc, à chaque fois qu'il y a une candidature, je veux qu'il y ait une carte qui arrive ici automatiquement avec toutes les informations de la personne qui a candidaté. Et nous, au wagon, on a un processus de candidature qui est bien établi en plusieurs étapes où, en gros, la personne a candidaté sur notre site. Ensuite, on fait avec elle une interview pour voir pourquoi elle veut faire notre formation. Ensuite, on leur fait un test technique. Ensuite, on leur envoie un contrat, par exemple. Et puis ensuite, c'est soit go, soit no go. Donc, par exemple, Thibaut, il en est à l'étape d'interview. Et peut-être qu'ici, la personne qui va faire l'interview va dire Thibaut, très bon candidat, un peu timide, etc. etc. L'objectif étant d'avoir à un seul endroit, dans cette carte, toutes les informations sur Thibaut avant qu'il rentre dans notre formation. Thibaut, il a passé l'interview, pardon. Du coup, je vais le mettre test technique. Et puis là, il est en train de faire son test technique, j'attends, et quand il aura fini son test technique, je lui enverrai le contrat, et quand il aura signé son contrat, eh ben, il sera accepté dans la formation. Xavier, il en est à l'interview, et Camille, elle en est peut-être déjà au test technique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça au wagon? Parce qu'on a beaucoup de candidatures. Donc, quand on commence à avoir une centaine de candidatures, par exemple, bah, c'est bien d'avoir un tableau comme ça avec où en sont les différentes personnes qui candidatent pour notre formation. C'est aussi bien d'avoir ce genre d'outils parce qu'on est plusieurs à gérer les candidatures. Donc, demain, je ne travaille pas, mais il y a quelqu'un d'autre de mon équipe qui va gérer la candidature. Elle peut aller sur ce tableau et gérer les candidatures. J'espère que c'est clair pourquoi on a ce genre d'outils. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que quand quelqu'un candidate sur notre site, sa carte arrive directement ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un formulaire de candidature. Donc, on va créer une page sur laquelle les gens vont pouvoir candidater. Ça, le Trello, c'est accessible qu'aux équipes du wagon. Ce n'est pas public. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser Typeform, qui est une manière de faire des formulaires sur Internet. Je vais accepter les cookies, super. Et je vais me créer un compte. Donc, je vais réutiliser la même adresse email. Hop. Et je vais mettre un password. Voilà. Je suis d'accord. Je crée mon compte. Donc, voilà. Donc, ils m'ont envoyé un email. C'est pour ça que j'utilise ce genre d'outils. J'ai bien reçu leur email. Je vais l'ouvrir. Et je vais activer mon compte. Voilà. On s'en fout. Pardon. Alors, il faut que je rentre quelque chose. On s'en fout. Allez. Pas skip. Donc, c'est les outils gratuits. Hein. Ça a aussi des désavantages. Mais voilà.
Donc là, je suis sur l'interface qui va me permettre de créer mon formulaire de candidature que je vais mettre en ligne. Donc, je vais démarrer de 0. Je vais l'appeler aussi candidature. Et je vais ajouter des questions ici. D'accord? Donc, la première question de quelqu'un qui va candidater, ça va être c'est quoi son nom? Okay. Donc, je vais dire, on va faire en français. Quel est ton nom complet? Voilà. Ici, j'ai une petite, un petit truc pour les réglages. Je vais dire que c'est obligatoire. Et voilà, ça, c'est la première question. Ensuite, je vais ajouter une deuxième question. Je vais lui dire, par exemple, je vais lui faire un questionnaire à choix multiple en lui disant quand veux-tu suivre notre formation? Et je vais mettre, je ne sais pas, la prochaine, c'est en février. Février 2021. Je vais mettre, ensuite, ce sera quand? Avril 21, juillet, et puis octobre. Voilà. Pareil, je vais dire que c'est obligatoire. Et je vais dire qu'il peut en sélectionner plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que je vais lui demander? Peut-être son email. Donc, ton email. Et puis, pourquoi il veut apprendre à coder? Pourquoi tu veux faire notre formation? Pourquoi veux-tu suivre notre formation? Et donc là, j'ai pris ce qu'on appelle long text. Donc, ils peuvent écrire plus de texte dedans. Je pourrais mettre plein d'autres choses, mais là, pour la démo, ça va suffire. Et donc là, j'ai un petit bouton Publish. Et donc, normalement, Publish, une fois que je l'ai publié, je peux cliquer sur Share et voir le lien. D'accord? Ça, c'est le lien vers mon Typeform. Donc ici, si je colle ce lien, j'arrive sur le Typeform qui est déjà en ligne. Ce lien-là, n'importe qui peut l'utiliser. Je vous l'enverrai tout à l'heure dans le chat pour qu'on puisse tester, voir si mon produit fonctionne. Et ici, je peux dire, voilà, moi, je suis Thibaut, j'aime. Je veux étudier en février et en juillet. Mon email, c'est j'aime, ou c'est le truc que j'avais tout à l'heure, là, toto@gmail.com. Et pourquoi suivre la formation? Coder mes apps. Voilà. Et donc là, j'ai soumis ma candidature au wagon. Donc, si je retourne dans mon interface de gestion du Typeform et que je vais dans Results, je devrais avoir un nouveau result. Donc, si je vais dans les réponses, non, alors Insight, j'en ai pas encore. Pardon. Bizarre. Il est publié. Alors, excusez-moi. C'est bizarre. On va refaire, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de réponse encore, il me dit. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en navigation privée. C'est les bugs de l'informatique. Tout le monde voit mon écran? Alors, je vais peut-être faire comme ça. Oui, c'est tout bon. On voyait ton écran. Là.
Ouais, parfait. Donc, je vais changer de nom pour voir d'où vient le bug. John Wayne, par exemple. Il veut étudier, hop. Voilà. John Wayne.com. Et puis, test. Hop là. OK, donc là, normalement, j'ai soumis. Si je reviens ici et que je regarde les results, non, j'ai toujours pas de réponse. Comment ça se fait? Alors, si quelqu'un a vu le bug et que vous voulez m'aider, je suis preneur. Pourtant, pourtant j'ai eu 2 réponses, vous voyez ici. Et on dirait qu'il ne s'est pas lié. Alors, c'est pas grave, on va essayer autrement. On va se faire un... comment est-ce qu'on va faire? On va se faire un Google Form. Donc, c'est un autre moyen de faire des formulaires. D'accord, donc je suis désolé pour ce petit bug, mais ça montre aussi qu'il faut être agile. Donc, je vais accéder à Google Form et je vais créer un Google Form que je vais appeler candidature. Je n'ai jamais trop utilisé Google Form, mais ça devrait fonctionner. Pas prendre le tour. Et je vais mettre prénom, enfin nom. Voilà, required. Ensuite, je vais mettre quand. Et je vais mettre multiple choice. Et je vais mettre ici, donc Fev 21, avril 21, et puis summer 21. Voilà. Et je vais en mettre une dernière juste pour qu'on voit bien. Motivation. Et je vais le mettre paragraphe. Voilà. Et c'est required. Et ça, celui-là, c'est aussi required. Alors, tac, non. Je vais l'appeler. Voilà, il s'appelle candidature. Et donc là, dans Send, je peux récupérer le lien et sûrement le tester. Voilà, donc je vais tester avec Thibaut. Février. Ah, donc là, il faudra qu'on change le settings, mais c'est pas grave, on peut en choisir que un. Et ici, faire des apps. Faire des apps qui fonctionnent. Hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui fonctionne. Je soumets. Et on va regarder ici, on a bien reçu notre réponse. OK? Donc, Thibaut, en février, qui veut faire des apps qui fonctionnent. OK? Je peux même télécharger ma réponse sous format spreadsheet. OK, donc on a un form qui fonctionne, et ce formulaire, je pourrais soit le partager comme ça sur mon Facebook, mon Instagram, par email, etc. Soit ce qu'on appelle l'embed, donc le mettre directement dans un site, si j'ai déjà un site. OK? Maintenant, ce que je voudrais, c'est que quand j'ai une candidature comme ça, elle arrive directement dans mon Trello. Pour l'instant, Thibaut, il a rempli le formulaire, mais ce n'est pas arrivé ici dans mon Trello. Donc là, c'est la partie la plus intéressante de la création de cet outil. On a utilisé 2 outils gratuits, Google Form d'un côté et Trello de l'autre, et on va mettre un lien entre les deux. On va utiliser pour faire ça ce qu'on appelle un middleware qui s'appelle Zapier. Donc, on va utiliser une espèce de pieuvre qui fait le lien entre tous ces outils gratuits. Donc, je vais aller sur Zapier.
je vais me créer un compte. Hop. Toujours avec la même adresse email. Ici, hop. On va appeler Thibaut IFJ. Je crée mon compte. Password. N'importe quoi. Je vais pas répondre à leurs questions. Et quand j'arrive ici, il me dit, le principal call to action, donc l'action qu'ils veulent que je fasse, c'est créer un workflow. Ils appellent ça aussi un zap, make a zap. Donc, je vais créer un zap, un lien, autrement dit, entre, on va rechercher Google Forms, entre Google Forms, voilà, qu'est-ce que je veux? À chaque fois que j'ai une nouvelle réponse dans Google Forms, je vais faire quelque chose. Alors là, il me dit, OK, on a besoin de ton accès à ton compte Google Forms. Je vais lui dire, OK, tu peux accéder à mon compte Google Forms. Il faut juste que je regarde lequel j'avais pris. C'est mon compte perso. Pardon. Donc, ici, je vais mettre mon compte perso. Je ne sais pas si vous voyez cette fenêtre-là, mais sur cette fenêtre, j'autorise Zapier à accéder à mon compte Google Forms. Voilà, je sélectionne les bons trucs. Et donc là, il me dit, voilà, c'est quelle forme qui t'intéresse? J'en ai plein. On l'a appelé comment? Candidature. Il s'appelait mieux comme ça, candidature. Alors oui, je pense que je n'ai pas encore cliqué là-dessus. Voilà, pardon. Voilà, donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a une candidature, ça va remplir une ligne dans ce spreadsheet-là, dans cette fiche Excel. Okay. Donc maintenant, normalement, je devrais pouvoir trouver. Et on va refresh. Voilà, il est là. Donc, candidature. À chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée, une nouvelle ligne dans ce fichier-là, je vais, voilà, dans ce fichier-là, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Donc là, il me demande de tester mon trigger. OK. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer quelque chose dans Trello. Donc, je pourrais chercher ici. Voilà, Trello. Qu'est-ce que je veux faire dans Trello? Ce qu'on veut faire, ça s'appelle ici créer une carte. Donc, je vais le faire, créer une carte. Pareil, il me demande l'accès à mon Trello. Je l'autorise. Il me demande de choisir un compte, c'est celui-là. Il me demande de choisir un board, il s'appelle candidature, on l'a fait ensemble. Il me demande de choisir une liste, donc dans quelle colonne je veux mettre la candidature qui arrive, dans la colonne inbox. Et ensuite, il me dit, OK, quelle tête tu veux que la carte qu'on crée ici, ou qu'on a créée ici, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans cette carte? C'est là que ça devient intéressant. C'est que moi, je veux utiliser les données qui ont été remplies par l'utilisateur. Donc, dans le nom, je voudrais qu'il y ait le nom de la personne, le nom qui a été rentré par la personne. Et puis, dans la description, c'est quoi? C'est ce qu'il y a ici dans la carte. Peut-être qu'on pourrait mettre d'autres infos. On pourrait mettre l'info de quand est-ce qu'il veut étudier. Et puis, l'info de ses motivations. Puis ici, je fais un peu ce que je veux. Je peux dire, OK, tu vas mettre promotion. Quelle promotion il veut faire. Et puis ici, tu vas mettre ses motivations en texte en dur. Voilà. Et puis, je pourrais faire plein d'autres choses sur la carte. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je vais continuer.
parce qu'on a déjà passé assez de temps. Je vais passer le test et je vais faire le test moi-même. Donc là, il me dit qu'il faut que je mette en ligne mon Zap. Donc, je crée vraiment le lien entre mes deux applications. Et il me dit que ça y est, c'est bon, c'est fonctionnel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si c'est fonctionnel. J'ai mon Trello, j'ai mon fichier de candidature. Je vais remplir avec un nouveau nom. Qui c'est qu'on pourrait mettre je sais pas, Joe Biden. Il n'a rien à faire en ce moment. Il va candidater pour avril et il veut Make America Great Again. With Digital. Donc Joe Biden, il remplit son formulaire. On a une nouvelle ligne dans le spreadsheet qui doit déclencher notre Zap. Et normalement, ça doit arriver ici. Alors, mon ami. J'en ai des bugs ou quoi? Alors, c'est pas grave, on va débugger. Ok, c'est bizarre. On a dû passer. Alors, peut-être que ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, je suis dans... On va activer notre compte Zapier. On dirait qu'on n'a pas besoin de le faire. Donc, on va retenter une fois. Je m'excuse encore une fois. Alors, on va retenter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce lien. On va le mettre ici. Donc, c'est plus Joe Biden, mais bon, c'est son ami qui va le faire. Barack Obama. Je crois que c'est comme ça. Il va étudier en avril et code. Voilà, j'ai bien soumis ma candidature. Ah, voilà. Donc, il y a eu un peu de latence dans la mise en ligne du Zap. C'est des choses qui arrivent. Mais vous voyez, finalement, j'ai bien mes deux cartes, mes deux tests qui sont bien passés. Joe Biden, il voulait Make America Great Again with Digital. Et Barack Obama, il voulait juste coder. Ce qu'on peut faire pour rigoler, si on veut, je peux vous passer l'URL. Pardon. Où est-ce que je peux faire ça? Dans le chat. Ah voilà, c'est là. Hop, je vous passe l'URL et si vous voulez, vous pouvez remplir le formulaire et on va voir s'il y a une carte avec votre nom ou le nom que vous avez choisi qui apparaît dans mon Trello. J'ai mis à Laura, pardon. Hop, tout le monde. Voilà. Pendant que les gens remplissent le formulaire, s'ils veulent, on peut prendre des questions si vous voulez.
Il y avait une question, Thibaut, Oui. je vais te la lire, elle est un petit peu longue, mais comme il s'agit d'un sujet d'actualité, ne pensez-vous pas qu'il est préférable de traiter toutes ces données et conceptions en interne plutôt que d'utiliser des systèmes externes? Cela semble très intrusif en termes de données personnelles des deux côtés, candidat et vous-même. Plus d'applications signifie plus de diffusion de données s'il n'y a pas un véritable contrôle sur les applications. Qu'en penses-tu? Alors, j'ai pas compris exactement la question, La mais ce question que est plus liée à la protection des données, étant donné que tu connectes différentes plateformes tierces et comment est-ce que tu t'assures qu'il n'y a pas de problème au niveau de la de protection des leak de données. données. Ouais. Donc là, les données, en fait, elles sont que je le développe moi-même ou que je le développe, que j'utilise des outils gratuits. Je suis jamais complètement sûr que les données, elles vont pas être volées. Par contre, c'est vrai que bah, là, les données, elles sont toutes dans Trello et que Trello, je sais pas, j'ai pas lu les conditions de vente, etc. Je sais pas s'ils ont le droit de regarder mes données ou pas. J'imagine que c'est bien fait et que non. Mais encore une fois, mon objectif ici, c'est pas d'être compliant et de faire des choses tout propres, etc. C'est de tester. Donc j'utilise ça. Si je vois que ça commence à fonctionner et que je dois faire gaffe aux données, etc., ben, je mets tout bien propre après et je code moi-même. Merci. L'objectif ici, c'est de tester. Voilà. Donc on dirait que ça a l'air de fonctionner. Il y a pas mal de gens qui ont joué le jeu. Merci. Et donc on C'est voit que Donald Trump. ben, Namagan, Donald Trump. Simpson. Voilà, donc encore une fois, mais c'est bien que ça soit arrivé, ça a un peu buggé. Je voulais utiliser Typeform au début pour faire mon formulaire et puis je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Donc bah, j'ai utilisé un autre truc que j'avais jamais utilisé et qui fonctionne aussi. Ça montre la puissance bah, des outils qui sont à notre disposition. Zapier, il y a un travail de malade qui a été fait derrière. Quand vous voulez faire un zap, le nombre d'applications qui sont possiblement liables entre elles, il y en a plus de 2000. Donc les combinaisons, elles sont infinies. Vous pouvez créer n'importe quel produit aujourd'hui, n'importe quelle idée Internet que vous avez, vous pouvez la créer sans coder. Je suis sûr. J'ai fait l'expérience, j'ai donné des cours à une business school à Genève. Et j'ai demandé si quelqu'un avait une idée dans la salle. Il nous restait une demi-heure en fait à la fin du cours. J'ai demandé si quelqu'un avait une idée de start-up dans la salle. Et je leur ai proposé de coder leur start-up en 30 minutes. Et il y a quelqu'un qui a eu une idée qui voulait faire en gros un Airbnb pour les places de parc. J'ai une place de parc chez moi. Tous les jours, je pars travailler, elle est vide. Il y a des gens qui veulent se parquer près de chez moi parce qu'ils bossent là. Je voudrais la mettre en ligne et la louer. Eh ben, on a utilisé des outils de no-code pour faire son idée d'application et on l'a mise en ligne en 30 minutes. Alors, c'était pas beau, c'était pas, voilà, mais c'était fonctionnel et ils pouvaient tester ça. Ça demande un peu de dextérité, forcément, s'y connaître un peu en technique, comprendre comment les données vont d'un point A à un point B, mais il n'y a rien d'impossible. Une fois qu'on a fait les bonnes recherches, trouvé les outils qu'on veut utiliser, que ce soit Google Form, Typeform, Dropbox, ce qu'on veut, et qu'on sait comment on veut les lier, c'est faisable. Excusez-moi. Encore une question, Thibaut. Is Notion integrated into Zapier? Pardon, il fallait que je me bouche. Alors, is Notion integrated into Zapier? Bah, on va checker. J'ai pas l'impression, mais ça m'étonne. Donc, j'ai juste regardé, voilà, est-ce que dans Zapier, je peux utiliser Notion? Sinon, ce que je peux faire Zapier, Notion, Integration, dans Google, et regarder ce qu'ils me disent. Alors, c'est pas encore intégré,
mais on dirait que ça va venir. Parce qu'en effet, Notion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même très pratique. Ça permet de faire des documentations, des micro-sites web, etc. C'est un espèce de créateur de sites web. J'ai encore une question. Then Zap would be the website. What would be the homepage? Je ne sais pas si on Vas-y, bien redis. comprendre la question. Ouais. Félix, est-ce que tu pourrais répéter la question? Quel serait le front page de notre site? Pour l'exemple que j'ai donné, c'est ça? Oui. Exact. Donc, pour l'exemple que j'ai donné, en fait, c'est vous qui décidez quelle est la front page de votre site. Pour l'exemple que j'ai donné, la front page, enfin, c'est même pas un site que j'ai fait, c'est juste un formulaire que je vais partager sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est plus clair, Félix? Ben, disons, si tu veux avoir comme front page ou home page un site, tu pourrais le faire sur Wix, et puis l'action button, tu le relis au survey. Exactement. Ouais. Ouais. Alors, c'était peut-être ça la question. En effet, ici, je peux avoir préparé mon site sur Wix ou sur WordPress ou sur Notion bientôt. Je peux avoir préparé mon site et ensuite, le bouton, quand quelqu'un clique sur le bouton, ça déclenche un zap dans Zapier et ça fait ce que je veux derrière. Ça envoie un mail à la personne. Je vais vous montrer d'autres exemples, par exemple. Ici, nous, on ne s'est pas arrêté à juste avoir des candidatures qui arrivent dans notre Trello. Ce qu'on a mis en place, on a mis d'autres zaps en place. On a mis un zap qui fait que quand je prends une carte et que je la drop dans une autre colonne, dans la colonne interview, ce que ça fait, c'est que ça va chercher l'email de la personne et ça lui envoie un email en lui demandant de réserver un créneau sur un calendrier en ligne pour une interview, par exemple. Donc, au lieu que j'ai à la main à aller chercher Joe Biden, lui envoyer un mail à chaque fois, même copier-coller, etc., là, je fais juste ça et paf, il y a un email qui est parti pour Joe Biden en lui demandant de réserver un créneau. Il réserve son créneau, on fait l'interview. Pareil, on avait un zap qui faisait que quand quelqu'un réservait le créneau, ça créait une réunion sur Zoom automatiquement. Enfin, on faisait quasiment plus rien nous-mêmes. Pareil, quand on dropait la carte ici, ça envoyait le contrat automatiquement à la personne avec un logiciel qui s'appelle DocuSign. Donc, un service en ligne qui permet de gérer les signatures en ligne, etc., etc. Ce qui est difficile, enfin, ce qui peut perdre un peu les gens, c'est que là, tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes. Avec Zapier, c'est un peu comme les Lego, on construit ce qu'on veut. Il faut juste trouver les bons outils pour faire ce qu'on veut faire. Si on veut faire une home page, on peut utiliser Wix, WordPress, Strikingly, n'importe quel logiciel qui permet de faire des landing pages, HubSpot, Notion, etc. Et la brancher avec ce qu'on veut derrière. Est-ce que c'est envoyer un mail? Est-ce que c'est remplir une base de données? Est-ce que c'est déclencher un appel téléphonique? Est-ce que c'est envoyer un SMS? Etc., etc. Très bien. Tu peux poursuivre. Ouais. Donc, on a quasiment fini. Je vais repartir sur la presse. Voilà. On a vu en gros comment définir son idée. On a vu comment la prototyper rapidement avec juste des images et des liens entre ces images pour voir si elle fait sens et la montrer à quelqu'un. Et si ça fait sens, essayer de construire ce site ou cette application avec des outils gratuits et Zapier. Et une fois qu'on a ça, il faut bien que les gens ils aillent sur notre site. Donc, il faut que les gens ils voient notre formulaire de candidature, par exemple, ou ils voient notre homepage de notre site. D'accord ?
Donc, pour faire ça, il y a plein d'idées. Il faut faire du marketing. Ah ouais, je vais vous parler de ça, mais je vais vous parler de ça après. Il faut faire du marketing. Et ce que je vais vous donner, je ne vais pas vous donner 15 milliards d'idées de comment faire du marketing pour me faire connaître. Je vais juste vous donner une manière de faire du marketing, une grille d'analyse pour faire du marketing sur le web qui fonctionne assez bien. Ça s'appelle le framework ARR, A-A-R-R-R, et ça permet de décomposer notre marketing en plein d'étapes différentes. C'est aussi ce qu'on appelle un peu le tunnel de conversion. Donc, il y a 5 étapes pour faire du marketing. C'est une manière de faire du marketing, il y en a plein d'autres. La première étape, c'est acquisition. Comment est-ce que je fais pour que les gens entendent parler de moi? Je peux aller poster sur des groupes Facebook. Je peux acheter des bases de données d'emails et envoyer des emails. Je peux faire des événements avec IFJ, etc., etc. OK? Ça, comment les gens entendent parler de moi? La deuxième étape, dans le tunnel, donc les gens ont entendu parler de moi, comment est-ce que je les active? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent sur mon site? Moi, dans l'exemple que je vous ai montré, ce qu'on a construit ensemble, je veux qu'ils remplissent un formulaire de candidature. Ouais. Peut-être que si je leur balance un formulaire de candidature comme ça, je vais avoir un taux de déchets très, très élevé. Je vais avoir peut-être une personne sur 100 qui va remplir un formulaire de candidature. Peut-être que si j'ai un joli site web à côté avec des témoignages clients, avec des vidéos, des choses comme ça, je vais peut-être avoir un taux de conversion un peu meilleur. D'accord? Donc, acquisition, comment les gens entendent parler de moi. Activation, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent sur mon site. Revenu, comment est-ce que je fais de l'argent si mon produit sert à faire de l'argent. Ouais. Comment est-ce que j'acquiers un client ou un user? Zapier, Trello, qu'est-ce qu'on a vu? Google Form, Typeform, ils font pas d'argent pour l'instant. Ils veulent juste que vous ayez sur leur site web, que vous créiez un compte et que vous testiez leurs produits. Et une fois que vous avez testé leurs produits et que vous l'utilisez beaucoup, là, ils vont commencer à toquer à la porte et à dire hey, tu as atteint les limites, il faudrait que tu payes un abonnement mensuel, etc. C'est un business model très connu du web qui s'appelle le freemium. Une fois que j'ai les gens en base de données, que c'est mes clients, deux autres manières de faire du marketing encore. Comment est-ce que je fais pour les garder et les faire racheter, faire du repeat, qu'on appelle. Et comment est-ce que je fais en sorte pour que les clients qui sont satisfaits de mon produit en parlent autour d'eux et me permettent d'attirer d'autres clients. C'est un framework qui a été mis en place pour la première fois dans un incubateur de startups américain très connu qui s'appelle 500 Startups. Et ils l'ont appliqué en gros à toutes les startups qu'ils incubaient dans l'incubateur. C'est une manière de décomposer le marketing pour un projet web. Ça fonctionne assez bien. Ça n'empêche pas qu'il faut avoir des idées pour chacune des étapes après. On arrive gentiment vers 20h. J'entends ma petite fille qui crie derrière. Est-ce qu'il y a des questions? Écoute, j'ai pas de questions encore dans le chat. Peut-être on va prendre encore peut-être une ou deux dernières questions, s'il y en a. Alors, en attendant qu'il y ait une question, ce que je peux vous dire, donc moi, je prêche pas vraiment pour ma paroisse parce que je forme les gens à apprendre le code. Et je leur dis, et je vous dis ce soir, il n'y a pas besoin de savoir coder. Ce qui est vrai, il n'y a pas besoin de savoir coder pour lancer une idée sur Internet. Par contre, si on sait coder, c'est vrai que c'est plus facile de manier ces outils, de comprendre comment les organiser ensemble, etc. Et en général, les gens apprennent à coder aussi pour ce qu'on appelle scaler. Donc, une fois que notre idée, elle fonctionne, il y a peut-être des choses qu'on va vouloir développer nous-mêmes parce que problème de données, parce que problème de les fonctionnalités, c'est pas exactement ce que je veux, ou l'apparence, c'est pas exactement ce que je veux, etc., etc. Écoute, je crois pas qu'il y a d'autres questions. Ah oui, il y a quelques questions. Aurélie, est-ce que tu as montré ce soir peut servir à briefer l'agence pour avoir un devis sans surprise?
Ah, très bonne question. Un devis, oui. Sans surprise, jamais, je pense, dans le monde de l'agence et du web. Euh, oui, Figma, surtout, je pense, permet de bien mettre à plat votre idée et d'aller voir une agence en lui disant, voilà ce que je veux faire. Ça permet de faire un mini cahier des charges. Après, on a souvent l'impression, quand on s'adresse à une agence et qu'on fait un projet web et qu'ensuite elle revient vers nous en disant bah, tu veux faire ça, il faut payer en plus, etc., que l'agence, c'est un truand. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas pensé quand on a fait notre projet au début. Donc oui, voilà, ça permet d'avoir un devis. Et après, les surprises, elles viennent aussi du fait de la maturité des deux côtés, la maturité du projet, du porteur de projet et la maturité de l'agence. Une autre question, Thibaut. Oui, oui. Du cross-platform pour un premier prototype fonctionnel, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas bien ce que c'est que le cross-platform. Je vais regarder vite fait. Peut-être Thierry. J'imagine que ça veut dire qu'on veut avoir une application qui fonctionne sur mobile et puis sur le desktop et sur plein d'autres plateformes différentes. C'est ça, oui, exact. Je pense que vous avez compris ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que je tranche, je fais la loi de Pareto, 80-20, et donc j'essaie de m'adresser à la majorité de mes utilisateurs tels que je les vois. Je fais d'abord sur une plateforme, un user journey, une seule chose, et je vois si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ben, merci. Si ça fonctionne pas, je m'adapte jusqu'à ce que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, je vais sur les autres plateformes. Très bien. Sauf si c'est un projet très, très spécifique. Mais voilà, il faut un peu plus de contexte pour répondre à ça. Et peut-être dernière question pour la soirée, elle est très large. Quelle est la meilleure stratégie pour le marketing online? Alors là, tu déclines. Il peut y en avoir beaucoup de. Ouais, je pense que la meilleure stratégie pour quoi que ce soit quand on a un projet, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut créer une base d'users? Est-ce qu'on veut faire de l'argent vite? Est-ce qu'on veut créer de la notoriété? Est-ce que voilà, définir d'abord ce qu'on veut et ensuite se renseigner comment est-ce qu'on fait ça au mieux et être dans l'action. Souvent, le marketing et l'entrepreneuriat d'un point de vue général, c'est être dans l'action, c'est faire des choses, tester des choses et voir si ça fonctionne ou pas. C'est toute notre philosophie aussi de vous montrer ce soir comment tester des choses sans y mettre trop d'investissement en coding, en plateforme, voilà, aller vite vers son client et tester. Encore peut-être quelques questions qui ont apparu. Comment trouver les bonnes agences pour coder son projet? Il y a plein de moyens. Bouche à oreille, Internet, regarder les projets qu'ils ont déjà faits, contacter les gens qui ont fait les projets avec eux, voir si ça s'est bien passé. Voilà. Dernière, quel site y est sur une landing page? Pour moi, il faut donc CTA, call to action, quelle est l'action qu'on veut que la personne fasse. Pour moi, il faut juste définir quelle est l'action principale qu'on veut que la personne fasse sur la landing page. Est-ce que c'est donner son email? Est-ce que c'est s'inscrire à quelque chose? Est-ce que c'est remplir tout un formulaire? Voilà. Et juste un seul CTA suffit sur une landing page. Écoute, très bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois mon écran? C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Parfait. Donc, nous arrivons au bout de cette session pour aujourd'hui sur comment lancer un projet digital. Je te remercie beaucoup, Thibaut, pour répondre aux nombreuses questions. Merci à toi, Douglas. Pour Je les voulais juste dire participants. une chose, Vas-y. c'est que je l'ai dit la dernière fois déjà, mais j'ai créé la structure en Suisse avec IFJ. Et j'ai été vraiment très satisfait de. Douglas ne m'a pas demandé de dire ça. J'ai vraiment été très satisfait de la manière dont vous avez géré le truc. Donc merci encore. C'était super efficace, surtout que j'avais jamais créé de société en Suisse. Je venais de France et ça s'est très bien passé et j'étais vraiment très content. Merci Thibaut.
Donc, merci déjà à tous les participants. Je vous serais aussi très reconnaissant de pouvoir donner votre avis par le biais du formulaire de feedback, soit en scannant le QR code, soit par le biais du lien que je vais vous mettre aussi dans le chat. Donc, il suffit de mettre votre téléphone en mode photo, de scanner le QR code pour pouvoir accéder au feedback. Donc, je vous remercie tous pour votre attention et s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. Merci à tout le monde. Alors, cette session a été enregistrée et vous pourrez aussi la consulter sur YouTube prochainement lorsqu'on va la publier. Très bien. Alors, une excellente soirée à tout le monde. Au revoir.